mes collègues et moi sur la politique du titre. Donc, je suis chargée de mission sur les titres professionnels, donc certification du ministère du Travail. Je vous propose de mettre un petit PowerPoint pour que ce soit plus clair et plus parlant pour vous. Donc, je vais tenter de partager mon écran. Vous me dites si c'est OK pour vous. C'est Oui, parfait. c'est bon. OK, très bien. Donc, l'aménagement de session d'examen du titre professionnel du ministère du Travail. Donc, je me permets de vous présenter un petit peu nos titres professionnels puisque ce n'est pas forcément parlant pour tout le monde. Donc, c'est une certification du ministère inscrite de droit au RNCP. Elle est donc délivrée au nom de l'État. C'est une reconnaissance officielle d'une qualification professionnelle qui est donc uniquement accessible par la voie de la formation professionnelle, par l'apprentissage ou par la VAE, donc validation des acquis de l'expérience. Chaque titre professionnel a un arrêté de spécialité publié au journal officiel et un référentiel d'évaluation. Donc, ces éléments-là sont importants puisqu'ils prennent en compte l'organisation de la session d'examen de manière générale. Donc, c'est sur ces documents-là que l'organisme de formation devra aussi s'appuyer pour remplir la demande d'aménagement de session. Donc, le titre professionnel couvre tous les secteurs, donc le bâtiment, le service à la personne, les transports, la restauration, le commerce, l'industrie. Il existe au total 247 titres de niveaux différents, donc allant du niveau 3 au niveau 6. Aujourd'hui, la plupart des titres sont… Oui, Bonjour. je me Non, permets… allez-y, Ouais, allez-y, ça doit être je me quelqu'un qui… je me permets de continuer. Aujourd'hui, donc, 70% des titres sont plutôt sur des niveaux de qualification niveau 3, niveau 4. Mais c'est en constante modification sur les contenus et les titres qui s'ajoutent donc à notre panel de certification. Donc, les titres sont sécurisés via des agréments qui sont donc donnés aux organismes de formation, via des sessions et les parcours des candidats par notre applicatif informatique CERES. Cette application est donc commune à la DGEFP, donc la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle donc du ministère du Travail, à la DRETS et au DETS, et enfin au centre agréé. Donc, le processus de délivrance du titre est complètement sécurisé aujourd'hui. Donc, ce qui vous intéresse le plus, donc l'aménagement de session d'examen, il est encadré par différents textes réglementaires que vous devez connaître. Je vais pas m'étendre non plus dessus. Donc, la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, qui prévoit donc de tenir compte des contraintes particulières des personnes handicapées ou présentant un trouble de santé invalidant, un accueil à temps partiel ou discontinu, une durée adaptée de la formation et des modalités adaptées de validation de la formation professionnelle qui sont fixées donc par décret. Donc, le décret de référence donc, qui est cité là, donc du 9 janvier 2006. Le Code du travail avec ses différents articles qui nous rappellent effectivement qu'il faut tenir compte des contraintes particulières des personnes handicapées ou présentant un trouble de santé invalidant. Je ne détaille pas plus que ça sur nos textes réglementaires que vous devez connaître. Donc aujourd'hui, la demande du ministère du Travail que je vous présenterai après, la demande doit émaner du candidat qui peut être accompagné, s'il le souhaite, dans sa démarche par l'organisme de formation. Mais ce n'est pas une obligation, c'est-à-dire que le formulaire est disponible sur le site de la DRETS. Le candidat peut faire sa démarche en individuel et sans passer au départ par l'organisme de formation. Il doit produire un avis médical. Donc, aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de reconnaissance RQTH, mais d'un avis médical qui est donc joint au formulaire de demande d'aménagement de session. Si le centre intervient, le centre de formation peut proposer une ou plusieurs solutions d'aménagement en se basant sur l'avis médical. Donc, deux possibilités. Soit l'aménagement n'a pas d'impact sur les préconisations du référentiel d'évaluation. Dans ce cadre, il ne constitue pas une situation dérogatoire par rapport aux conditions générales de mise en œuvre de la session d'examen. Donc, j'entends par là la mise en place d'un siège spécifique, par exemple, ou d'un clavier ou d'une souris. Ceci ne nécessite pas une autorisation de la part du ministère du Travail. Par contre, s'il impacte le référentiel d'évaluation, donc RE, dans ce cadre, la DRETS intervient
dans la procédure d'aménagement à mettre en œuvre. Le centre de formation transmet la fiche complétée à l'ADRETS ou, comme je vous disais tout à l'heure, le candidat lui-même. L'ADRETS informe ensuite le candidat de sa décision avec copie transmise au responsable de session. Le responsable de session se trouvant donc dans l'organisme de formation agréé et c'est lui qui est garant de la bonne organisation de la session. Donc, il sera garant que effectivement la demande, la décision établie par la DETS ou par la DRET sera appliquée. Le jour de la session, le responsable de session informe les autres candidats des mesures d'aménagement prises. Alors, uniquement pour éviter les recours des autres candidats, les membres de jury, bien entendu, mais aucune information concernant le dossier médical du candidat ne doit être diffusée. Le déroulement de la session prend en compte les éventuelles modifications de la durée d'épreuve. Et le procès-verbal, PV, ne doit pas faire état des modifications effectuées. Le formulaire, donc en libre accès sur le site du ministère du Travail, donc je vous ai mis le lien dans le PowerPoint. Et puis le formulaire qui se présente sous cette forme-là, que je vais vous détailler un petit peu après, le formulaire, et puis également le formulaire médical qui est à la suite donc, de ces deux parties-là. Les contacts, alors je vois qu'il y a une... Et je vous renverrai rectifier parce que ma collègue, le F de Floriane a disparu. Donc, vos contacts pour envoyer les aménagements de session. Donc, pour le département du Calvados, donc c'est Madame Floriane Vandemaël. Je vous enverrai la version rectifiée. Pour le département de la Manche, Madame Foucrier. Pour le département de l'Orne, Monsieur Boileau. Et en ce qui concerne la Seine-Maritime et l'Eure, c'est moi-même en DRETS, puisque nous sommes en charge de toutes les activités liées au titre professionnel pour les départements de l'Eure et de la Seine-Maritime en DRETS. Il n'y a plus personne au niveau des dettes de ces deux départements sur la politique du titre. Je vais passer au formulaire de session d'examen. Un petit peu à quoi il ressemble. Est-ce que la fiche d'aménagement apparaît bien à l'écran? Oui, Voilà. tout à fait. OK. Donc, la partie qui sera à remplir donc, par l'organisme de formation ou par le candidat en fonction de ce qui est fait. Donc, les aménagements, les demandes d'aménagement, donc une majoration du temps, l'accessibilité des locaux éventuels, l'installation particulière de la salle. On peut avoir sur cette partie-là une demande de salle particulière pour les candidats. Et ça, par contre, effectivement, c'est des choses qui doivent nous être demandées. L'agrandissement des sujets, le sujet en braille, l'assistance d'une tierce personne et les autres aménagements éventuels. Donc, les observations du centre de formation éventuellement, et puis pour que le médecin puisse aussi, lui, de son côté, avoir les informations sur le type d'épreuve. Donc, si c'est de l'épreuve écrite, si c'est de la pratique, si c'est de l'épreuve orale, tout ce type de détails doit être donné. Les problèmes de manutention éventuels, donc là, je pense au transport et à la logistique, hein, on pourrait effectivement aussi avoir des aménagements. Et puis, le formulaire médical qui sera donc à remplir par le médecin. Alors, on a quelquefois des difficultés à ce niveau-là avec le peu d'informations que peuvent nous donner les médecins. Le tout ayant pour but d'avoir certes un aménagement de session, mais qui soit juste aussi par rapport à d'autres candidats. Donc, notre travail, nous, en DRETS et en DETS, c'est vraiment celui-ci, c'est l'analyse de la demande pour vérifier si effectivement elle est justifiée par rapport à la situation de handicap du candidat. Très souvent, ce qui ressort le plus, c'est du temps en plus ou l'assistance d'une tierce personne. Les taux de majoration, voilà, sont bien indiqués.
une éventuelle modification sans temps additionnel, une autorisation d'absence, tout ce qui est lié aux maladies chroniques invalidantes, par exemple. Ça peut être du temps de pause qui nous est demandé, donc qui rallonge forcément le temps d'épreuve écrite. Voilà, ce genre de choses. Donc, le cachet du médecin est bien entendu obligatoire. Et puis, une petite notice explicative, sachant qu'il existe aussi un guide d'une 100aine de pages qui existe, qui est accessible sur le site du ministère du Travail, le même lien que je vous ai donné tout à l'heure. Est-ce que vous avez des questions? Alors, sur le fil de discussion, il n'y en a pas. Ah, s'il va y en avoir une. Moi, j'ai juste pour bien confirmer, donc l'ARQTH, enfin, voilà, un document qui prouve que vous êtes bénéficiaire de l'obligation d'emploi n'est pas nécessaire, hein, on est bien d'accord. Non, ce n'est plus nécessaire depuis, alors j'ai plus la date exacte, mais je dirais environ 4 ou 5 ans. Maintenant, effectivement, on a cette adaptation de session qui est prévue, et ça a notamment été pensé pour les cas de dyslexie, etc., qui n'avaient pas forcément de RQTH et qui nécessitaient effectivement un aménagement de session. Donc, c'est voilà ce que l'on demande aujourd'hui. Alors, c'est vraiment l'avis du médecin que l'on doit valider obligatoirement pour pouvoir avoir cette décision d'aménagement de session. D'accord. Alors, nous avons une question. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre. Pourquoi le document d'aménagement fourni par le rectorat n'est pas le même? Pourquoi vous êtes sur des documents différents? C'est pas le même ministère, tout simplement. Alors après au vu de ce que je peux en savoir, hein, je pense que les exigences du ministère du Travail sont un peu moindres que celles du ministère de l'Éducation nationale. Alors, on avait dit, alors il y a une participante, hein, donc Pascal, qui est une référente handicap, hein, qui a dû arriver après et qui ne savait pas qu'on posait les questions dans le chat. Alors, comme il n'y a pas beaucoup de questions, enfin voilà, exceptionnellement, Pascal, on va te laisser la parole pour poser ta question. Oui, je suis désolée, effectivement, je suis arrivée un peu tardivement parce que j'avais noté 11 heures pour le début de la réunion. Je voulais surtout vous faire remarquer que certains participants étaient sur le lien Meet. Oui, c'est bon, Pascal, j'y suis. Ah, ok, d'accord. Okay. Ils sont rapatriés. Ok, merci. Pascal. Alors, nous avons d'autres questions. Alors, quel est le délai dans lequel la demande d'aménagement doit être faite? Alors, dans l'idéal, elle doit être faite 3 mois avant la session d'examen. À partir du moment où vous la programmez, enfin en tout cas les organismes de formation, là, si la question est posée, je pense qu'elle est précise et qu'on est sur des organismes de formation ou des référents handicap qui préparent des titres. On est sur 3 mois avant, c'est-à-dire que ça correspond à la programmation sur CERES. D'accord. Nous avons une question. La DRETS n'a pas de document. Un document commun à tous serait efficient. Ah, on reverra parce que cette question-là, pour moi, n'est pas très, très claire. Donc, on reverra ça un petit peu plus tard. Hein. Désolée, Madame Lemort. Non, c'est juste parce que j'ai mis DRETS ex DRJSCS parce que c'est pas, voilà, il y a la DRETS pour vous et il y a la DRETS ex DRJSCS. Donc, c'est différent aussi par rapport au titre. Oui, absolument. En ce qui nous concerne, enfin moi je transmettrai l'ensemble des documents que je pense Madame de Fontaine se chargera de vous transmettre après par mail personnellement éventuellement. Alors, nous avons encore une question. L'avis du médecin généraliste peut-il suffire ou un spécialiste peut être nécessaire?
comme un orthophoniste, par exemple. Oui, alors effectivement, dans les cas notamment dyslexie, dysprasie, etc., effectivement, pour nous, si on a ces avis-là, ça nous aide aussi, notamment sur les consignes d'intervention d'une tierce personne. Ce n'est pas obligatoire, c'est vraiment un document d'aide pour faire au mieux pour le candidat. Donc, un avis, en tout cas sur notre formulaire, l'avis du généraliste peut effectivement suffire. Après, je pense que pour que l'aménagement soit le plus efficient possible, pour ces cas-là, il est intéressant pour nous et pour l'organisme de formation d'avoir les préconisations de l'orthophoniste. Mais par contre, vous n'avez pas forcément, de délai. Ça peut être un bilan orthophonique qui date de plus de 2 ans éventuellement si c'est un adulte. Oui, à partir du moment où le généraliste a validé, on se conforme à l'avis du médecin. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Pour l'instant, je ne vois plus de questions. N'hésitez pas, hein, de toute façon, si vous avez encore des questions à poser, à les mettre vraiment dans le cours du fil de discussion. On pourra y revenir. Madame Le Marchand ne part pas pour l'instant. Merci beaucoup. Donc, Clotilde, je te laisse la main pour l'autre. Et merci en tout cas pour nos autres intervenants. Alors, Docteur Via, je vous laisse la main. Je vais partager mon écran. Voilà. Pour que vous ayez accès à mon support de PowerPoint. Voilà, c'est vous qui le passez du coup. Oui. Voilà. Parfait. Merci beaucoup à vous déjà de nous avoir invités donc à ce temps de formation et puis merci beaucoup également donc de partager le PowerPoint. Donc du coup vous déroulerez les slides au fur et à mesure. Donc par rapport donc au niveau du plan d'intervention donc en réponse à votre demande, donc c'est la deuxième diapositive. Donc je vous rappelle donc moi je suis médecin conseiller technique auprès de Madame la rectrice de l'Académie de Normandie. Donc les candidats donc les éléments donc de mon intervention déjà quel est le public cible par rapport à la mise en place de ces aménagements d'examen, les différents types de handicap, les différentes procédures, modes d'emploi, avec la procédure concernant la demande. Ensuite, on a 2 procédures, simplifiées et complexes, donc je vous expliquerai bien la distinction. Qu'est-ce que c'est que l'avis médical? Qu'est-ce que c'est que la décision administrative, les voies de recours? Ensuite, les préconisations qui sont relatives à l'organisation des épreuves, les types d'aménagement et puis l'actualité donc par rapport à ce dossier-là. Alors, la diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, par rapport aux aménagements d'examen, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une réglementation commune qui a tous les examens de l'enseignement scolaire qui concerne les aménagements dont peuvent bénéficier les candidats en situation de handicap. Alors, il y a des principes qui sont vraiment fondamentaux à comprendre. C'est premièrement un principe de continuité, de cohérence entre les aménagements qui sont mis en place sur le temps scolaire et ceux dont le candidat bénéficie au moment du passage des épreuves d'examen. En fait, il y a 3 éléments fondamentaux par rapport à l'étude de la demande d'aménagement d'examen. C'est premièrement d'avoir tous les éléments médicaux qui sont utiles dans un principe d'équité, pour savoir ce dont doit bénéficier le candidat au vu de sa situation de handicap. Deuxièmement, un principe de continuité et de cohérence entre les aménagements dont il bénéficie et ceux dont il devra bénéficier pour les examens. Et troisièmement, le respect de la réglementation des examens, c'est-à-dire qu'il y a des aménagements qui pourraient pouvoir sembler utiles au niveau médical en termes de principe d'accessibilité et de compensation, mais qui ne sont pas conformes à la réglementation des examens. Donc, c'est les 3 éléments qu'on prend en ligne de compte pour l'avis médical concernant les aménagements d'examen. Le public concerné, donc, ce sont tous les candidats présentant donc, des examens, des épreuves, examens et concours qui sont organisés par le ministère chargé de l'Éducation nationale. Et puis, donc, en complément, donc, le ministère de l'Agriculture a mis un mot, donc, voilà, que je laisse lire et puis on prend les diapositives suivantes. Et puis, donc, les épreuves. Oui, voilà. Et les épreuves, voilà, organisées par le ministère. Vous allez au secrétariat pour faire le lien après. C'est pas moi. C'est à vous de le faire. Elle vous montrera comment. Voilà.
Alors, par rapport aux candidats au public cible, donc je vais pas reprendre la définition du handicap qui a été donnée, qui a déjà été donnée par la collègue du ministère du Travail. Donc, lorsque l'on parle de handicap, on est bien sur la limitation d'activité et la conséquence fonctionnelle en termes d'environnement, de travail, etc. On n'est vraiment pas sur un diagnostic médical, mais sur la conséquence de ce diagnostic dans le cadre de l'environnement professionnel, dans le cadre de l'environnement de travail et de l'environnement par rapport aux conditions d'apprentissage. Ce qu'il faut savoir, alors par rapport aux situations, donc on a globalement, on a 4 types de publics par rapport, demandant donc des aménagements d'examen. On a les candidats qui sont reconnus en situation de handicap et qui bénéficient de ce qu'on appelle d'un PPS, d'un projet personnalisé de scolarisation. Donc ça, ces élèves-là, ils ont leur situation médicale en général est connue. Ils bénéficient déjà d'aménagements dans le cadre de la scolarité. On est juste dans une logique de continuité. Il n'y a pas forcément d'avis médical qui est demandé en plus. Soit ce sont des candidats qui bénéficient d'aménagements dans le cadre de ce qu'on appelle le plan d'accompagnement personnalisé. C'est tout le cadre des troubles neurodéveloppementaux dont ma collègue a parlé déjà, donc ce qu'on appelle les troubles d'apprentissage du langage écrit, oral, les troubles du spectre autistique, les TADA, donc le trouble déficitaire de l'attention, plus ou moins hyperactivité. Soit les élèves qui bénéficient d'aménagements dans le cadre d'un PAI, c'est-à-dire ce sont les élèves porteurs de maladies chroniques, c'est les élèves, en général, les pathologies les plus souvent représentées, c'est les pathologies allergiques, les diabètes insulinodépendants, les commissalités, les hémophilies, etc. Donc, des élèves qui bénéficient d'aménagements dans le cadre de leur scolarité qui sont mentionnés dans le nouveau formulaire du PAI. Et puis également les candidats qui présentent ce qu'on appelle une limitation temporaire d'activité, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas reconnus en situation de handicap, qui n'ont pas de PAP, pas de PAI, mais qui peuvent se retrouver temporairement limités à la suite d'une intervention chirurgicale, d'une pathologie aiguë ou d'une pathologie chronique qui n'a pas encore entraîné la mise en place de dispositifs d'accompagnement. En sachant que ces dispositifs doivent être validés par ce qu'on appelle un médecin désigné par la CDAPH, c'est-à-dire que donc un médecin donc a été qui a été signalé donc au niveau de la MDPH, en sachant que globalement au niveau de l'Académie de Normandie, l'ensemble des médecins ont tous été désignés CDAPH. Donc, il y a une mention particulière concernant le ministère de l'Agriculture. Je ne sais pas si la collègue leur parle ou je le donne. Bon, oui, c'était juste pour signaler qu'au ministère de l'Agriculture, jusque-là, tout allait bien, mais il n'y a pas pour nous de limitation temporaire d'activité. Tous les ans, il existe une session de remplacement au mois de septembre et pour les candidats qui sont en limitation temporaire d'activité, leur inscription est reportée automatiquement sur la session de septembre. Oui, tout à fait, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, nous, auparavant, c'est vrai qu'on était plutôt là-dessus et c'est vrai que maintenant, on a facilité, cet aménagement. Diapositive suivante, pardon. Diapositive suivante. Par rapport à les différents de handicap. Alors, au niveau, donc, soit l'élève est reconnu en situation de handicap et donc il a donc un dossier MDPH avec ce qu'on appelle un PPS, un projet personnel de scolarisation. C'est globalement les candidats présentant des troubles cognitifs, un handicap physique, psychique ou mental. On a tout le cadre des élèves présentant des troubles neurodéveloppementaux, donc les troubles du langage oral, l'écrit, de la cognition mathématique, hyperactivité, déficit attentionnel, troubles du spectre autistique. Les élèves porteurs de maladies chroniques, donc on en a parlé, asthme, allergie, diabète insulinodépendant, commissaliité, mucoviscidose, drépanocytose et toutes les autres pathologies. Et puis les limitations temporaires d'activité dont j'ai déjà parlé à la suite d'une maladie chronique, d'une pathologie traumatique ou d'une chirurgie. Diapositive suivante. Alors, la demande d'aménagement d'examen. Donc, en fait, alors, normalement, les candidats qui souhaitent bénéficier d'aménagement des conditions d'examen doivent en faire la demande à l'aide d'un formulaire correspondant à l'examen présenté au moment de l'inscription à l'examen. Par contre, il faut savoir qu'on est très souple par rapport au délai, c'est-à-dire que quasiment jusqu'à la veille, quand on nous demande d'analyser une demande d'aménagement d'examen,
on n'est pas, enfin, je ne devrais pas le dire, mais enfin, je veux dire, on n'est pas, on ne refuse jamais d'étudier un dossier, sous réserve évidemment qu'on ait les pièces médicales qui nous permettent d'analyser la demande, mais on est assez souple sur les délais pour permettre qu'aucun candidat ne puisse, alors qu'il vraiment devrait bénéficier d'aménagement, n'en bénéficie pas parce qu'on est sur un problème de délai. Donc là-dessus, on est assez souple, même si normalement la demande doit être contemporaine de la demande, de la date d'inscription à l'examen. Par contre, là où on est souvent un petit peu en difficulté, c'est sur les informations médicales, donc qui sont sous pli confidentiel et qui doivent être accompagnées d'éléments pédagogiques et qui permettent d'analyser la demande. Et là, on est souvent un petit peu en difficulté parce que soit on n'a pas les éléments médicaux qui permettent d'analyser la demande, et notamment là, quand la collègue parlait des bilans orthophoniques, il faut savoir que tous les troubles neurodéveloppementaux, c'est des diagnostics médicaux. Donc, il faut peut-être les bilans orthophoniques, les bilans psychomoteurs, etc. et tout, mais il faut aussi qu'on ait c'est un diagnostic médical, donc il faut aussi des éléments complémentaires médicaux. Et souvent, on est en difficulté parce qu'on n'a pas les éléments médicaux et on a souvent, par exemple, juste un avis d'un médecin traitant qui a dit, par exemple, il faut un temps majoré. Mais si on n'a pas les éléments médicaux qui nous permettent d'analyser sur le temps majoré et réellement la réponse aux besoins du candidat, on ne va pas pouvoir donner un avis favorable. Donc, c'est souvent là qu'on a des petites difficultés, c'est en termes de constitution du dossier avec l'ensemble des pièces médicales qui sont utiles à l'analyse de la demande, c'est-à-dire que le médecin désigné par la CDAPH qui va donner un avis médical, c'est un médecin expert qui, au vu des pièces médicales, va pouvoir donner un avis sur le besoin de compensation et d'accessibilité. En sachant que par contre, par rapport à la question là, qui a été posée au niveau de la date pour les délais, notamment les bilans orthophoniques qui peuvent dater de plus de 2 ans, etc., en fait, là-dessus, on n'a pas, la demande, elle n'est pas liée tant à la date de réalisation du dernier bilan, mais à l'impact du trouble à l'instant T. Et donc, a été développée avec la Fédération nationale des orthophonistes et la DGESCO, donc la Direction générale de l'environnement scolaire, a été développée une grille d'impact du trouble à l'instant T, c'est-à-dire qu'on sait qu'un trouble neurodéveloppemental, il va avoir un impact tout au long de la vie. Par contre, l'intensité et l'impact, il varie en fonction et des conditions d'apprentissage et de l'évolution de la situation médicale de l'élève et puis l'évolution aussi avec les prises en charge, notamment rééducatives. Donc là, on n'est pas très vigilant sur la date du dernier bilan, mais on est vigilant sur le fait d'avoir vraiment la mesure de l'impact à l'instant T. Et puis, alors la demande doit être faite avant le 31 décembre et de la première année du cycle de formation pour le ministère de l'Agriculture. Donc là, par contre, c'est une mention là, voilà, qui est spécifique, donc plus au ministère de l'Agriculture, semble-t-il. Nous, si vous voulez, elle est en lien avec la date d'inscription à l'examen, mais en sachant qu'on est très souple sur l'analyse des dossiers. Diapositive suivante. Alors, juste pour dire que si nous, effectivement, la demande doit être faite avant le 31 décembre de la première année de formation, on est aussi très, très souple sur ces dates-là et je reçois encore aujourd'hui des dossiers pour la session qui aura lieu au mois de juin. Hein. Alors, voilà. C'est vrai qu'après le 31 mars, parce qu'on verra tout à l'heure que les délais sont un peu plus longs chez nous, enfin, les délais de traitement sont plus longs, donc on ne peut pas non plus répondre systématiquement du jour au lendemain. Mais il existe une grande souplesse aussi sur les dates. Voilà, merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup à vous. Je crois que voilà, là-dessus, on est quand même dans des grandes capacités d'adaptation à la réalité des situations. Alors, au niveau donc, du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et du sport, on a 2 procédures. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait un nombre extrêmement important de demandes d'aménagement d'examen et donc, il y a eu depuis 2 ans une évolution des procédures. Donc, on a 2 procédures, la procédure simplifiée et la procédure complète. Dans la procédure simplifiée, on n'a plus besoin de l'avis du médecin désigné par la CDAPH et donc avec le traitement du dossier, soit donc au sein de l'établissement scolaire, soit au sein de la commission, puisque finalement, le candidat, il bénéficie d'aménagements qui sont dans la continuité des aménagements dont il bénéficie déjà dans le cadre d'un dispositif validé par un médecin de la CDAPH, dans le cadre d'un PAI, d'un PAP ou d'un PPS. Donc, on est juste dans une continuité. L'élève a des besoins qui ont été identifiés, il bénéficie déjà d'aménagements et ces aménagements seront mis en place également le jour de l'examen. Dans la procédure complète, on n'a pas d'aménagements qui sont déjà mis en place dans le cadre du PAI, du PAP ou du PPS.
ou bien on a une dissonance entre les aménagements dont le candidat bénéficie et les aménagements dont on voudrait qu'il bénéficie le jour de l'examen. Voilà. Mais voilà, normalement, 80% des dossiers devraient passer dans le cadre de la procédure simplifiée, puisqu'on est juste dans une logique de continuité par rapport à un trouble ou un handicap qui a déjà été identifié. Et puis, dans 20% des cas, on devrait être dans la procédure complète. Dans la réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça et on n'est pas tout à fait sur ces pourcentages qui sont les pourcentages théoriques. Donc, les dossiers sont adressés ensuite à la division des examens et concours pour instruction du dossier par la commission académique sur les secteurs en réseau découvert. Donc, je vous explique cette organisation pratique. C'est-à-dire que comme on a pas mal de secteurs qui sont ce qu'on appelle en attente de recrutement de médecins, des secteurs sur lesquels on n'a pas un médecin qui est rattaché, à ce moment-là, on a mis en place une commission académique qui permet d'étudier tous les dossiers. L'idée étant évidemment qu'aucun élève puisse ne pas bénéficier d'aménagement parce que son dossier aurait pu ne pas être étudié en l'absence de médecins sur un secteur. Diapositive suivante. Je prends la parole 2 minutes. Oui, bon, voilà. Effectivement, chez nous aussi, 2 procédures, une procédure simplifiée et une procédure complète. Hein, on en revient à faire un peu la même chose. Alors, puisqu'on a copié, entre guillemets, ce que faisait l'Éducation nationale, si ce n'est que pour nous, la procédure simplifiée, c'est bien indiqué que les dispositifs doivent être validés par un médecin désigné par la CDAPH, ce qui est très, 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 très rarement le cas chez nous. Donc, si chez vous, si à l'Éducation nationale, c'est 20% complète, 80% simplifié, chez nous, c'est 10% simplifié, 90% complète, malheureusement. Je vois d'ailleurs qu'il y a une jolie faute d'orthographe là, mais bon, ça a pas été. Je vous remercierai de corriger pour la prochaine fois. Donc, effectivement, chez nous, essentiellement une procédure complète et les dossiers sont envoyés à Rennes et c'est nous qui retransmettons à un médecin désigné par la CDAPH. Donc, ce qui explique les délais de procédure beaucoup plus longs. Voilà, je rends la parole. Alors, la demande d'aménagement d'examen, donc en termes de procédure, donc c'est le chef d'établissement veille à informer donc l'ensemble des élèves et des responsables légaux, évidemment, de cette possibilité de demander des aménagements pour l'organisation des épreuves d'examen. La demande donc est formulée par le candidat, ses mineurs ou ses représentants légaux. Et on est très vigilant au fait qu'il y ait vraiment un croisement de regard au sein de l'établissement scolaire entre les besoins de l'élève, l'observation de l'équipe pédagogique, c'est-à-dire en termes de scolarisation, ce dont il bénéficie, ce dont il a réellement besoin, et donc à la fois pour lui permettre d'accéder à l'ensemble de ses droits, mais évidemment ne pas non plus proposer ou demander des aménagements dont l'élève pourrait ne pas avoir besoin parce qu'il a mis en place d'autres modalités de compensation. Ensuite, le formulaire de demande d'aménagement des épreuves d'examen est signé par le candidat, évidemment, ou ses représentants légaux s'il est mineur. Et le chef d'établissement et le médecin rend un avis, le cas échéant, lorsque l'on est dans le cadre d'une procédure complète. Et puis ensuite, après l'étude de la demande, la décision de l'autorité administrative, puisque l'avis médical, c'est bien seulement un avis, c'est l'autorité administrative qui va au total accorder ou pas les aménagements. Et cette décision est transmise par les services académiques au candidat ou à ses représentants légaux et au chef d'établissement pour la mise en place des aménagements dans le cadre de l'organisation des examens sur le site de composition, de réalisation de l'examen. Diapositive suivante. Alors, la procédure simplifiée, donc on est bien d'accord, c'est un candidat qui bénéficie déjà d'aménagement dans le cadre d'un dispositif, donc PAI pour les maladies chroniques, le PPS en cas de reconnaissance de handicap, le PAP parce qu'on est plutôt dans des troubles du neurodéveloppement. On a l'observation de l'équipe pédagogique qui confirme bien que ce sont les aménagements dont le candidat bénéficie au cours de sa scolarité. Et à ce moment-là, on a juste l'avis de l'équipe pédagogique
et le dossier n'est pas à nouveau étudié par un médecin au niveau, au niveau soit de l'établissement scolaire, soit de la commission académique, puisqu'on est juste dans une logique de continuité des aménagements dont l'élève bénéficie au cours de sa scolarité. La condition d'examen, surtout avec l'importance du contrôle continu maintenant, c'est les mêmes conditions que les conditions dans lesquelles les élèves réalisent l'ensemble des évaluations au cours de leur scolarité. Donc ça, c'est la procédure simplifiée. Alors, pareil, hein, alors quand je dis théorique 80% et puis 20% de procédure complète, on en est un petit peu loin. Mais en tout cas, c'est l'objectif cible du coup, puisque c'est logique. Voilà, un élève, il a une situation de handicap, sauf la situation de la limitation temporaire d'activité, c'est évidemment des troubles qui ont été identifiés depuis un certain nombre d'années. Diapositive suivante. Alors là, donc, je vous ai remis donc, le formulaire de demande d'aménagement, donc qui dépend évidemment de l'examen. Et quand on est en procédure simplifiée, donc diapositive suivante, on voit bien que l'on n'a plus que 3 colonnes. La colonne qui est la demande d'aménagement, le type d'aménagement qui a été demandé, je redétaillerai un petit peu le type d'aménagement. Ensuite, l'observation de l'équipe pédagogique qui confirme bien que ce sont les aménagements dont l'élève bénéficie au cours de sa scolarité et dont il a besoin. Et on a à ce moment-là juste une troisième colonne avec la décision de l'autorité administrative qui va être ensuite, dont va être informé ensuite le candidat et le chef d'établissement. Procédure simplifiée, c'est juste une logique de continuité. Diapositive suivante. Voilà. Alors là, c'est donc la procédure simplifiée. Ensuite, on a la procédure complète. Alors, les candidats qui bénéficient de la procédure complète, c'est soit des candidats qui ne bénéficient pas déjà d'aménagement ou d'adaptation pédagogique de leur scolarité, formulée donc au titre d'une procédure type PAP, PAI, PPS, ou bien des aménagements, une aggravation de leur situation médicale, ou bien les aménagements dont ils bénéficient, on demande voilà, qu'il y ait une évolution par rapport à ceux dont ils bénéficient, ou bien on a une majoration de temps imparti qui excède le tiers-temps. Donc, dans ces cas-là, alors je vois que ça, ce n'est pas possible par contre pour le ministère de l'Agriculture. Et puis, pareil, bon, par rapport à la limitation temporaire d'activité. Mais en tout cas, c'est soit une nouvelle situation de handicap, soit on n'est pas dans la continuité de ce dont il bénéficie au cours de sa scolarité. Et dans ces cas-là, on rentre dans le cadre de la procédure complète. Diapositive suivante. Alors, là, donc, du coup, je repasse la parole à ma collègue. Donc, pour la procédure complexe chez nous, c'est donc bien les candidats qui ne bénéficient pas d'aménagement dans le cadre, effectivement, toujours d'un PAI, d'un PRS, qui est validé par le médecin désigné par la MDPH. Donc, en fait, peu d'écart entre la procédure éducation nationale et la procédure donc, au ministère de l'Agriculture. La différence, c'est essentiellement sur la transmission du dossier, qui transite obligatoirement par la MIREX avant d'être retransmis à un médecin désigné par la MDPH, et l'avis sera rendu donc par le service et renvoyé à la fois à l'établissement et au candidat. Pas grand-chose de plus à rajouter donc, par rapport à l'intervention. Voilà. Donc, la procédure complète, donc je rappelle bien, constitution d'un dossier de demande avec les éléments médicaux. Et c'est là que c'est souvent un petit peu difficile, c'est qu'en fait, on n'a pas du tout l'ensemble des éléments médicaux qui nous permettent d'analyser la demande. Et ça, du coup, ça crée, enfin, ça peut être un petit peu source voilà, de tension, un peu de crispation, etc. Parce qu'on n'a pas les éléments utiles, ou bien on a un certificat qui a été fait par un médecin traitant où il est juste noté, par exemple, l'élève doit bénéficier d'un temps majoré et puis de l'assistance, par exemple, d'un secrétariat. Et ça, je veux dire, ce n'est pas du tout les éléments médicaux suffisants qui nous permettent d'analyser le trouble et de dire, compte tenu du besoin, voilà la compensation qui doit être mise en place. Donc, les éléments médicaux, c'est vraiment des éléments médicaux qui permettent d'analyser le trouble et donc le besoin de compensation. Donc, ça, c'est vraiment le point de vigilance, c'est d'avoir ces éléments médicaux. Ensuite, le médecin désigné CDAPH donc, va du coup
analyser et faire la proposition d'aménagement répondant aux besoins compte tenu des éléments médicaux qui ont été transmis. Et puis ensuite, c'est la transmission à l'autorité administrative. Diapositive suivante. Alors voilà, donc là, le formulaire, donc pareil, qui dépend évidemment du type d'examen. Et là, vous allez voir, donc diapositive suivante, que là, on a 4 cases, 4 colonnes, pardonnez-moi, 4 colonnes. Les aménagements qui sont demandés donc par le candidat ou les représentants légaux. Là, les observations de l'équipe pédagogique, voilà, qui dit bien, voilà, compte tenu, voilà ce qui est mis en place et ce dont l'élève doit pouvoir bénéficier. Et puis ensuite, là, on a une 3e colonne qui est l'avis du médecin désigné par la CDAPH. Et là, l'avis du médecin sur le type d'aménagement demandé, il dépend complètement des pièces médicales qui ont été fournies. Et là, on a 4 possibilités, parce que forcément, lorsqu'on ne donne pas un avis favorable, il faut évidemment, toujours comme dans toute administration, justifier lorsque l'avis qui n'est pas favorable. Et souvent, c'est évidemment les pièces justificatives qui sont insuffisantes, c'est-à-dire qu'on n'a pas les pièces médicales qui nous permettent d'analyser le trouble et donc de savoir quel est le besoin de compensation, ou bien des aménagements qui sont sans rapport avec le trouble identifié. Alors, par exemple, très souvent, par exemple, sur les troubles du langage écrit, on demande également une majoration de temps, par exemple pour l'épreuve orale. C'est typiquement un aménagement qui ne répond pas aux besoins. Si le trouble est uniquement dans le domaine, par exemple, du langage écrit, un aménagement du temps de préparation écrite de l'épreuve orale, il peut se justifier. Par exemple, du temps de composition de l'épreuve orale, il peut ne pas se justifier. Donc ça, c'est le type d'exemple où il n'y a pas de lien avec la difficulté, ou bien on peut avoir d'autres motifs. Mais la plupart du temps, malheureusement, l'avis défavorable, il est lié au fait que les pièces justificatives sont insuffisantes et ne permettent pas d'analyser le trouble. On est dans un principe d'équité au niveau des examens. Et évidemment que si on n'est pas sûr que l'accompagnement, par exemple, par un secrétariat est justifié, évidemment, on ne va pas pouvoir donner un avis favorable. Ça ne veut pas dire que le candidat pourrait ne pas en bénéficier, mais si on n'a pas les éléments médicaux suffisants, évidemment, on ne peut pas donner l'avis favorable. Diapositive suivante. Après, je redétaillerai un petit peu les types d'aménagements dont le candidat peut bénéficier. Alors, l'avis du médecin. Donc, c'est un avis circonstancié sur la demande d'aménagement sur le formulaire et ces aménagements, ils sont proposés donc au vu des besoins éducatifs particuliers du candidat, au vu des informations médicales qui sont mises à sa disposition et transmises, et au vu des aménagements dont il a pu bénéficier au cours de sa scolarité. C'est important en termes de cohérence de continuité et c'est aussi important en termes d'appropriation de l'aménagement. Type d'exemple, si par exemple un candidat demande du matériel pédagogique adapté, type par exemple un ordinateur ou bien un accompagnement humain, et que c'est un aménagement dont il n'a jamais bénéficié au cours de sa scolarité, il ne s'est pas approprié l'aménagement et donc il ne peut pas l'utiliser. Demander un ordinateur si on n'a pas pris l'habitude de travailler avec un ordinateur, par exemple, et puis des logiciels, c'est évidemment pas le jour de l'examen qu'on va pouvoir s'approprier cet aménagement. Et puis le dernier point, la conformité avec la réglementation relative aux aménagements d'examen. Par exemple, c'est l'exemple souvent des langues vivantes. Les aménagements au niveau des langues vivantes, ils sont réservés aux candidats présentant des troubles du neurodéveloppement concernant soit le langage, soit un trouble au niveau de l'audition, un handicap auditif. Donc, un aménagement, par exemple, au niveau des langues, si le candidat ne présente pas des troubles qui permettent, dans le cadre de la réglementation d'examen, d'envisager des aménagements, eh bien, le candidat, par exemple, je prends un exemple, un candidat qui aurait été très fatigué, par exemple, parce qu'il a eu, je prends un exemple, par exemple, un cancer qui a entraîné des absences, etc., et une fatigabilité. Les aménagements au niveau des langues étrangères, il ne pourra pas en bénéficier parce que ça ne rentre pas dans la réglementation des examens. Même si on pourrait penser que compte tenu de sa situation, par exemple, de fatigue, il pourra en bénéficier. Mais ce n'est pas conforme à la réglementation des examens, donc on ne pourra pas donner un avis favorable. Donc, l'avis médical, il va préciser les conditions particulières proposées. Donc, en ce qui concerne évidemment tout ce qui est accessibilité des locaux,
Installation matérielle dans la salle d'examen. Donc ça, c'est important par rapport évidemment à tous les élèves qui bénéficient de matériel pédagogique adapté, s'il faut évidemment d'un branchement électrique, etc. Tout ce qui est aussi en termes de toutes les pathologies anxieuses, etc., qui font que des élèves ont besoin d'être isolés dans des salles parce que la présence, la présence d'autres candidats pourrait générer voilà, des troubles anxieux importants. Donc ça, évidemment, on va en tenir compte. Tout ce qui est en termes d'utilisation de machines, de matériel technique ou numérique, en indiquant évidemment la nature et l'objet de ces aides. Tout ce qui est en termes de secrétariat et assistance, et là, il va y avoir vraiment des informations très précises en termes de est-ce qu'on est sur du secrétariat, est-ce qu'on est sur quelqu'un qui doit un scripteur, est-ce que c'est quelqu'un qui doit être un lecteur, est-ce qu'il y a des notions de reformulation, de séquençage des données. Donc tout ça, ça doit être extrêmement précis. Et là, souvent, pareil, c'est un petit peu difficile à analyser. Alors, pas analysé par le médecin s'il a toutes les informations médicales utiles, mais souvent, il y a des demandes sans justification médicale et évidemment qu'on ne peut pas accorder parce qu'on n'a pas les éléments. Est-ce que c'est, par exemple, un candidat qui bénéficie, par exemple, de l'assistance d'un AESH au titre du handicap, notamment, par exemple, dans les troubles du spectre autistique, et bien, on va faire très attention, évidemment, que cet accompagnement humain soit le même parce que c'est des élèves qui pourraient, des candidats qui pourraient être très déstabilisés par l'intervention d'autres personnes que la personne avec laquelle ils ont l'habitude de travailler. Toutes les adaptations en termes de présentation des sujets, donc les types d'adaptation, le format du papier, les types la taille des caractères, Arial 16, Arial 14, et puis la compatibilité avec le matériel que le candidat est autorisé à utiliser durant l'épreuve. Et puis, dans les temps de composition majorés, en indiquant également le type d'épreuve concernée, est-ce que c'est sur les épreuves écrites, orales, pratiques, la préparation écrite des épreuves orales, et avec une nécessité de motiver tout temps majoré qui est supérieur au tiers du temps de l'épreuve. Diapositive suivante. Alors, on peut, le médecin peut également mettre un avis sur la possibilité pour le candidat de bénéficier d'une adaptation de la nature de l'épreuve. Et là, je redis bien, lorsque cet aménagement, cette adaptation est compatible avec la réglementation des examens. Et là, souvent, on a des situations un petit peu compliquées parce qu'on demande des aménagements. La situation médicale de l'élève pourrait le justifier, mais ce n'est pas compatible avec la réglementation des examens. Les dispenses d'épreuves, donc ça c'est pareil, hein, bien veiller à ce qu'elles soient réglementaires. Voilà. L'étalement du passage des épreuves, la même année sur la session normale et sur la session de remplacement. Et là, je vois que cette mesure n'existe plus au niveau du ministère de l'Agriculture. L'étalement sur plusieurs sessions annuelles consécutives du passage des épreuves. Voilà. Et puis également la possibilité de conservation pendant 5 ans des notes qui ont été délivrées à des épreuves de l'un des examens de l'enseignement. Et donc, ça fait partie également des aménagements qui sont possibles. Ma collègue du ministère de l'Agriculture a peut-être des remarques à faire sur cette diapositive. Non, effectivement, ouais. La seule chose qu'on n'a pas en commun, c'est le passage d'une session de juin et septembre. Ça, c'est pas possible chez nous. Voilà. Sauf si l'absence sur la session de juin a été justifiée par un certificat médical, auquel cas il peut y avoir un début d'épreuve sur la session de juin et une fin d'épreuve sur la session de septembre, mais c'est pas des choses c'est vraiment des choses exceptionnelles pour le candidat qui tombe malade entre les épreuves. Voilà, entre 2 épreuves, oui, tout à fait. Donc, diapositive suivante. Alors, la décision de l'autorité administrative. Donc, l'autorité administrative compétente, c'est en fait celle qui est responsable de l'organisation des examens et des concours, va pouvoir donc informer donc le candidat des aménagements qui ont été accordés. Donc, je rappelle sur la réglementation relative aux examens pour les élèves à besoins éducatifs particuliers. Et puis, ensuite, la notification qui est faite de la décision avec un délai de recours, enfin, alors un délai pour notifier la décision au candidat, donc un délai de 2 mois. Et puis ensuite,
dans l'intérêt même du candidat, afin de ne pas être exposé à des conditions de composition qui ne seraient pas familières, les aides et aménagements accordés doivent être en cohérence avec ceux dont l'élève bénéficie au cours de la scolarité et le rappel donc sur la réglementation en vigueur et donc ensuite la date de notification mais qui n'est pas valable pour le ministère de l'Agriculture parce qu'on est dans d'autres gestions des délais. La procédure de recours, donc sur la diapositive suivante. Alors la procédure de recours, donc, en cas de refus total ou partiel, le candidat ou son responsable légal peut exercer donc un droit de recours auprès des autorités administratives avec 2 voies de recours, ce qu'on appelle le recours gracieux qui est adressé directement à l'administration ou bien le recours hiérarchique qui est adressé à l'autorité à laquelle est subordonné celui qui a pris la décision qui est contestée. Donc là, je vois voilà il y a une mesure particulière là, au niveau du ministère de l'Agriculture concernant les dossiers incomplets. Oui, en fait, il faut bien distinguer la notion de on renvoie le dossier vers l'établissement ou vers le candidat quand le dossier est incomplet, mais et comme vous expliquiez tout à l'heure, effectivement, par manque de pièces médicales, ça ne permet pas une étude. Et dans ce cas-là, on considère qu'on ne peut pas faire un recours contre un dossier qui est incomplet. Parce que quelquefois, les établissements nous disent, oui, mais on a envoyé le dossier. Et donc, et non, si le dossier n'est pas complet, il ne peut pas être étudié. Donc, on ne fait pas un recours sur un dossier qu'on n'a pas pu étudier. Et ça, c'est quelquefois important de le préciser. Voilà. Petit point aussi par rapport au recours, ce qu'il faut lorsque les pièces qui sont importantes par rapport au recours, c'est vrai que des fois, on nous renvoie exactement le même dossier. Donc, quand on fait un recours, il faut bien pouvoir fournir des pièces médicales qui justifient une nouvelle étude du dossier. Lorsque l'on fait un recours avec exactement les pièces identiques, je veux dire, la décision en général qui a été prise dans un premier temps, elle risque, elle ne va pas être modifiée, elle risque peu d'être modifiée. Donc, il faut bien veiller lorsque l'on envoie, lorsqu'on veut constituer un dossier de demande de recours, c'est d'apporter des éléments qui justifient cette nouvelle étude. Ça, c'est un point aussi important parce qu'en règle générale, si on n'apporte aucun élément supplémentaire, très rarement, évidemment, la décision va être changée. Je veux dire, c'est important d'apporter peut-être une pièce médicale qui n'a pas été, qui nous semblait pas utile dans un premier temps à fournir, et puis fournir dans un deuxième temps. Et c'est important, de ce que j'appelle de nourrir les dossiers de recours. Les dossiers de recours qui sont exactement le même dossier qu'on renvoie, en général, la décision a quand même peu de chances d'évoluer. La diapositive suivante. Alors, les préconisations relatives à l'organisation des épreuves, donc ce qui a déjà été dit par le ministère du Travail, donc évidemment le principe de l'anonymat qui n'est pas remis en cause pour l'adaptation du sujet. L'organisation horaire, donc bien faire attention évidemment que lorsqu'on est sur des temps majorés, tiers-temps, voire plus que le tiers-temps, évidemment faire attention au temps de pause entre les différentes épreuves pour permettre à un candidat qui est souvent, en général, des candidats qui sont malades ou avec des troubles neurodéveloppementaux, donc qui sont plus fatigables, évidemment d'avoir des temps de repos suffisants entre 2 épreuves pour pouvoir composer. Tout ce qui est en termes d'accessibilité des locaux, donc notamment l'accessibilité par rapport à des toilettes, les aménagements des toilettes, infirmerie à proximité lorsqu'il peut y avoir des soins, etc. Donc ça, évidemment, bien veiller à l'accessibilité des locaux. Par rapport aux salles, faire attention, il y a plein de demandes qui sont de salles isolées, le candidat seul dans une salle. Alors ça, c'est une demande qui est extrêmement fréquente, donc ça peut se justifier notamment dans le cadre de certaines pathologies anxieuses ou des troubles du spectre autistique. Ne pas multiplier ces demandes-là parce que c'est vrai que ça peut mettre certains centres d'examen vraiment en difficulté parce que au bout d'un moment, il n'y a plus suffisamment de salles dans un établissement scolaire. Donc, on a déjà vu du coup, des candidats qui se retrouvaient à composer dans des lieux qui n'étaient pas forcément extrêmement conviviaux pour composer. Et il faut donc bien veiller aussi que lorsque l'on demande ce type d'aménagement, il soit vraiment médicalement justifié. L'installation matérielle dans la salle d'examen, évidemment, ça concerne évidemment tous les candidats qui sont amenés à utiliser du matériel pédagogique adapté ou bien lorsqu'il y a des aides humaines, évidemment, il faut qu'on puisse, que le candidat puisse travailler dans de bonnes conditions matérielles. Voilà, diapositive suivante. Alors, les préconisations par rapport à l'organisation des épreuves, bien distinguer ce qu'on appelle le temps majoré et les pauses avec temps compensatoire.
Le temps majoré, c'est globalement l'élève qui a une lenteur qui est liée à un trouble neurodéveloppemental ou à une autre pathologie. Et dans ces cas-là, il va y avoir une majoration de temps, en sachant bien que là aussi, il faut que le candidat se soit approprié cette majoration de temps. Parfois, des majorations de temps ont été, enfin très souvent, d'ailleurs, les majorations de temps ne sont pas utilisées par les candidats parce qu'en fait, les candidats n'ont pas été habitués à utiliser ce temps majoré. Qu'est-ce que c'est qu'un temps de relecture, etc. Le temps de pause avec temps compensatoire, ça, c'est souvent pour des pathologies organiques. Dans le cadre de PAI, c'est par exemple un élève qui présente un diabète insulinodépendant qui va pouvoir être amené éventuellement à gérer une hypoglycémie avec évidemment le temps de gestion du malaise hypoglycémique. Et puis après, il y a évidemment un temps par rapport à, par rapport à retrouver un petit peu des capacités cognitives qui permettent de travailler dans de bonnes conditions. C'est un enfant qui va pouvoir avoir à gérer une crise d'asthme, etc., des pathologies rhumatologiques, etc., avec des nécessités de se déplacer, de sortir, de se restaurer. Donc ça, c'est le temps compensatoire, c'est par rapport à la mise en place de soins. L'utilisation des aides humaines, donc ça, vraiment, souvent, les demandes ne sont pas du tout précises et il faut être très, très précis. Sur ce qu'on appelle un secrétariat et une assistance. Dans le secrétariat, c'est soit uniquement lecteur ou scripteur, il n'y a pas de reformulation, il n'y a pas de coupage des consignes, etc. Donc, bien distinguer sur un secrétariat, est-ce que c'est un secrétariat qui est lecteur, qui est scripteur, et si on a de l'assistance, bien préciser quels sont les types de tâches. Est-ce que c'est de la reformulation, est-ce que c'est de la séquençage d'informations. Donc ça, c'est vraiment très important à préciser. Et puis, si on a un accompagnement, est-ce que c'est pour un accompagnement pour des actes de la vie quotidienne qui peuvent être un petit peu différents des actes strictement liés à la tâche. Et puis, si on a besoin, si l'élève est accompagné dans le cadre d'un PPS par une AESH, à ce moment-là, bien préciser si l'AESH doit être la même sur des types de handicaps, notamment les troubles du spectre autistique, où le candidat a vraiment besoin de travailler avec un accompagnement humain qu'il s'est approprié. Diapositive suivante. Par rapport au secrétariat, donc j'ai bien redistingué tout ce qui est, enfin, la personne qui écrit sous dictée ou qui lit, donc le lecteur, le scripteur, et voilà. Et puis l'accompagnement humain par l'assistance, dès qu'on a des tâches de reformulation, de description, de séquençage, d'explicitation de sens second, etc. Donc ça, c'est vraiment être très précis par rapport aux missions de l'accompagnement humain. Diapositive suivante. Alors, diapositive suivante, s'il vous plaît. Clotilde. Voilà, la diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, les préconisations relatives concernant tout ce qui sont les aides techniques avec les besoins d'accessibilité, donc ça on a déjà parlé, et puis surtout ce qui est très important, c'est la nécessité d'une habitude d'usage, c'est-à-dire que le matériel pédagogique, malheureusement, on déplore le fait que souvent du matériel pédagogique adapté a été préconisé par la MDPH et le candidat, en fait, n'a pas été accompagné par rapport à l'appropriation du matériel numérique. Et souvent, du coup, on est obligé de re-switcher sur de l'accompagnement humain pour l'examen, alors que c'est du matériel pédagogique adapté, notamment ordinateur et des logiciels appropriés qui ont été préconisés dans le cadre du PPS. Donc ça, c'est vraiment un point de vigilance qui souvent nous met en difficulté parce qu'on a une notification MDPH qui est en faveur de non pas d'un accompagnement humain, mais de matériel pédagogique adapté. Et au moment de l'examen, en fait, il n'y a pas eu d'appropriation du matériel pédagogique adapté. Donc, l'élève n'est pas autonome par rapport et on est obligé de re-switcher sur de l'accompagnement humain. Donc, ça, c'est vraiment un point de vigilance par rapport à l'accompagnement sur le matériel pédagogique adapté. Et puis ensuite, on a l'utilisation du type de logiciel. Alors là, on a une évolution par rapport aux correcteurs d'orthographe. Il y a certains correcteurs d'orthographe qui sont autorisés, d'autres qui ne sont pas autorisés. Et puis, évidemment, les correcteurs d'orthographe,
ils sont uniquement sur des épreuves qui n'ont pas pour objet d'évaluer la compétence orthographique du candidat. Donc, par exemple, pour le diplôme national du brevet, ce n'est pas un correcteur d'orthographe qui va être utilisé, mais ce qu'on appelle des dictées aménagées sous forme de dictées à trous, dictées fautives, avec simplement certains mots dont la compétence orthographe va être évaluée seulement sur certains mots. Et puis évidemment, on vérifie toujours que l'ordinateur va évidemment être vidé des fichiers et des logiciels qui sont non requis. Et évidemment, il s'agit là aussi de permettre l'équité par rapport aux candidats. Dernier petit point de vigilance sur le matériel numérique, c'est qu'avant, évidemment, les téléphones portables n'étaient pas utilisés. Maintenant, sur les diabètes insulinodépendants, il y a des systèmes de surveillance qu'on appelle freestyle qui sont reliés au téléphone portable. Donc maintenant, on peut être amené à autoriser les téléphones portables sur certains candidats, notamment diabétiques insulinodépendants. Et dans ces cas-là, évidemment, c'est le surveillant de salle qui a le téléphone portable. En tout cas, l'évolution de la technologie sur la surveillance de certaines pathologies a fait évoluer un petit peu les préconisations d'aménagement, puisque parfois du matériel qui était jusqu'à présent non autorisé est autorisé du fait des surveillances dans le cadre de certaines pathologies. Diapositive suivante. Alors, par rapport aux logiciels, donc ensuite, certains logiciels, donc c'est pareil, à ne pas autoriser aux examens. On a des logiciels pour tous les élèves avec des troubles neurodéveloppementaux, notamment du langage écrit. On a les logiciels à reconnaissance vocale, les logiciels de retour vocal, les logiciels à commande vocale. Donc là aussi, être très précis sur la description des logiciels. Et on peut être amené également à autoriser les calculatrices pour des élèves présentant des troubles de la cognition mathématique, également des élèves présentant des troubles praxiques au titre des troubles neurodéveloppementaux. Donc là aussi, ça fait partie des aménagements maintenant qui peuvent être autorisés pour les candidats. Diapositive suivante. Alors, pour les épreuves orales, là aussi, il y a des types d'aménagements qui peuvent être proposés en termes de conditions de passation. Par exemple, le candidat qui va être autorisé à passer le premier, pour pas avoir à attendre. Et puis, tout ce qui est en termes de mise en confiance du candidat pour pas renforcer l'expression de leurs troubles, notamment sur les troubles de l'élocution, les troubles de l'affluence, les troubles du spectre de l'autisme et les troubles du langage et de la parole. Parfois, souvent, il est demandé pour les candidats présentant des troubles du langage écrit une majoration du temps, du temps de passation de l'épreuve orale. Donc souvent, en fait, c'est l'allongement du temps de préparation qui est accordé et pas l'allongement de la durée de l'entretien oral qui souvent n'est pas du tout adapté au handicap. Et puis, pour tout ce qui est les épreuves de langue vivante, il y a des aménagements très spécifiques en sachant qu'en général, enfin, ce n'est pas en général, la suppression totale de la langue vivante A ne peut pas du tout être accordée. Il y a toujours une partie de la langue vivante A qui doit être réalisée. La langue vivante B peut être supprimée au titre de certains types de handicap. Et bien savoir que lorsque le candidat bénéficie d'un accord par Madame la rectrice d'une suppression d'une dispense d'enseignement, cette dispense d'enseignement ne vaut pas dispense pour les aménagements d'examen et c'est une autre demande. Donc là aussi, être très vigilant par rapport à ça, que c'est bien deux procédures différentes. La procédure d'une dispense d'enseignement dans le cadre d'un aménagement de la scolarité et la dispense d'un enseignement pour un examen. Et je vois que là, le ministère de l'Agriculture a rajouté une nuance. Oui, c'est juste sur le nombre de textes à présenter pour un examen. Chez nous, ça concerne le bac techno, STAV, où effectivement, on ne peut pas réduire le nombre de textes présentés devant le jury. Voilà. Alors, cet aménagement, il est un petit peu compliqué parce qu'il a été rajouté depuis 2 ans dans la liste des aménagements dont les candidats peuvent bénéficier, à savoir la réduction du nombre de textes. Et là-dessus, on a beaucoup de difficultés sur la mise en œuvre de cet aménagement parce qu'on n'a pas de cadre
qui nous permet de cadre précis par rapport au type de handicap sur lequel on doit accorder cette réduction du nombre de textes. Alors, nous, c'est vrai qu'en général, on l'accorde lorsqu'on a des élèves qui ont été absents pour raisons médicales de façon importante avec des troubles et des pathologies sévères. Mais c'est vrai que sur tous les troubles neurodéveloppementaux, c'est un petit peu difficile. C'est un petit peu difficile parce que on n'a pas de cadre qui a accompagné la possibilité de cet aménagement. Juste à savoir pour tous les troubles du langage, bien faire attention que parfois les allophones, on demande pour les allophones des aménagements d'examen. Alors, bien savoir que pour les allophones, alors ce qu'on appelle les allophones, c'est ceux qui sont depuis moins de 2 ans dans un apprentissage en français depuis moins de 2 ans. Il y a des aménagements qui sont possibles, notamment en termes d'utilisation de dictionnaires, mais ce n'est pas la procédure d'aménagement d'examen, c'est une autre procédure. Par contre, on peut évidemment être allophone et présenter en plus une situation de handicap. Mais souvent, on a une petite difficulté à ce sujet-là, c'est qu'on on fait rentrer dans la procédure de demande d'aménagement d'examen des élèves seulement sur le motif qui sont allophones et pas sur un motif de handicap. Et bien savoir que là, c'est bien 2 procédures différentes. Mais évidemment, on peut être aussi allophone avec une situation de handicap. Diapositive suivante. Pardon. Une petite précision. Donc, chez nous, les candidats allophones n'ont pas encore le droit à l'utilisation d'un dictionnaire bilingue. C'est à l'étude. Je pense que pour la session prochaine, ça sera valable, mais cette session-ci encore, les candidats allophones n'ont le droit qu'à un tiers temps pour les épreuves de français uniquement. D'accord. Voilà. Donc là aussi, il y a une nuance. Alors ensuite, donc ça, alors les troubles du langage oral, ça, bon, j'en ai déjà parlé. Par rapport aux troubles des fonctions visuelles et des fonctions auditives, donc on a des possibilités donc de texte, des sujets écrits en braille ou en caractère agrandi. Donc là, on a vraiment des respects des normes de transcription et d'adaptation en braille des sujets selon, je veux dire, dans la continuité des aménagements dont le candidat bénéficie au cours de sa scolarité. Pour le trouble des fonctions auditives, là aussi, évidemment, on est exactement dans un principe de continuité de la langue qui est utilisée par le candidat dans le cadre de sa scolarité. Donc, on respecte bien, voilà, si on est sur la langue française avec appui de la lecture labiale, ou bien une langue des signes, ou bien le LPC, etc. Donc, là aussi, on a vraiment une cohérence des aménagements. Alors, par contre, faire attention, c'est que les troubles des fonctions auditives, ce n'est pas du tout les troubles du langage oral ou du langage écrit. Et parfois, il y a des aménagements qui sont normalement réservés aux enfants présentant un handicap de type surdité qui sont demandés dans le cadre de troubles du langage oral ou écrit, mais qui ne sont pas liés à la preuve de surdité. Donc là aussi, des petites incohérences au niveau des demandes et qui évidemment rétablit le médecin qui étudie la demande. Diapositive suivante. Alors, les préconisations par rapport relatives à l'organisation des épreuves, donc il y a une information du jury, du président du jury des aménagements dont on bénéficie certains candidats, évidemment dans le respect du principe d'anonymat. Et puis pour les candidats hospitalisés, une possibilité d'ouvrir des centres d'examen adaptés aux besoins des candidats hospitalisés. Et donc là aussi, des possibilités d'aménagement, voire de passation d'épreuves d'examen au sein d'un service hospitalier. Diapositive suivante. Alors, ce qui est très important, vraiment, ça j'ai reprécisé, les documents qui sont à joindre aux demandes dans le cadre des procédures complètes. Alors, pour des demandes qui sont motivées par une pathologie organique, eh bien, il nous faut au minimum le compte-rendu médical initial, les comptes-rendus de suivi, les prescriptions médicales récentes, éventuellement le PAI ou le PPS. On a vraiment besoin d'avoir les renseignements médicaux utiles, voilà, pour pouvoir donner les préconisations d'aménagement. Et pour toutes les demandes qui sont motivées par des troubles neurodéveloppementaux, eh c'est pareil, le bilan diagnostique initial, alors orthophonique plus ou moins, ergothérapique, neuropsychologique, psychométrique, etc.
les bilans d'évolution, et c'est là que l'on a mis en place la grille. Alors, j'avais mis document en cours d'élaboration, mais maintenant, il est finalisé. C'est cette grille d'impact du trouble à l'instant T, puisque le trouble neurodéveloppemental, il va toujours avoir un impact, mais cet impact, il est évolutif. Et donc, c'est ce fameux document qui a été rédigé donc, par la Fédération nationale des orthophonistes et la DGESCO. Le PAP ou le PPS, donc pour la continuité des aménagements. On a bien également avoir l'observation en situation d'apprentissage avec donc les derniers bulletins de notes, voire la photocopie d'un devoir écrit. En tout cas, on a vraiment besoin d'avoir, pour analyser un trouble neurodéveloppemental, la réalité de ce trouble et pas seulement le candidat doit bénéficier d'un aménagement sous forme d'un temps majoré et d'une assistance secrétariat. On a un décret du 12 août 2022 relatif au retour des élèves atteints de pathologies chroniques et de cancer en milieu scolaire et à leur accompagnement. Donc, la possibilité d'accompagnement par un professionnel de santé dans le cadre des examens de l'enseignement scolaire. Donc, si le candidat compose dans son établissement scolaire qu'il y a un infirmier, c'est en général l'infirmier qui assure cet accompagnement. Mais en tout cas, s'il y a un changement d'établissement pour la passation des examens, donc bien veiller à la possibilité de cet accompagnement humain, médical, s'il y a besoin. Et puis, alors là, donc dans le cadre là, c'est les textes prévoyaient qu'on priorise les études de demande d'aménagement d'examen en 3e, première et terminale pour la passation des examens. Et on devait normalement étudier les dossiers en année N-1 pour être sûr que les aménagements étaient bien mis en place sur toute l'année de la 3e pour le brevet des collèges et sur l'année de la première et terminale, donc avec étude des dossiers en seconde. En pratique, on a du mal à tenir ce timing et ce n'est pas fait en pratique. Mais l'idée des textes était que vraiment, on soit sûr que les aménagements, que le candidat bénéficie déjà des aménagements, parce que des fois, on se retrouve dans une situation un peu difficile, que des aménagements, parce qu'on n'a pas encore eu la notification, des aménagements ont été mis en place dans le cadre des contrôles continus. Et en fait, cet aménagement, finalement, n'a pas été accordé au titre de la demande d'aménagement d'examen, et ce qui peut évidemment créer un problème. Un élève qui aurait bénéficié d'un temps aménagé sous forme d'un temps majoré, et finalement, au vu des pièces médicales, il ne doit pas en bénéficier, ça peut évidemment créer une difficulté. Et dernière diapositive. Voilà, j'ai remis donc la circulaire académique, mais surtout qui permet d'avoir les coordonnées des personnes responsables de l'organisation des examens et concours au niveau du ministère de l'Éducation nationale, donc le chef de bureau et puis Faustine. Excusez-moi d'avoir un petit peu du mal à prononcer son nom, mais en tout cas, voilà, qui est une personne qui maintenant, de façon à cette mission transverse d'analyse de tous les aménagements d'examen, de tous les examens au niveau de la région académique. Et puis, dernière diapositive. Voilà, juste la diapositive de clôture. Voilà, maintenant, je suis disponible pour les questions éventuelles. Alors, merci en tout cas pour cette présentation très, très complète. Alors, on est un peu limité par le temps. Madame Matari, la Dragesse, c'est vrai que voilà, on ne vous a pas forcément laissé beaucoup de temps. Est-ce que vous avez des choses à rajouter par rapport à ces procédures ? Effectivement, à ajouter, mais surtout, c'est même pas de l'ajout, ça va être surtout vous dire que nous sommes effectivement éducation nationale depuis peu et nos procédures ne sont pas du tout les mêmes. S'agissant de nos diplômes, il faut que vous sachiez effectivement que, et j'ai vu dans la conversation qu'on parlait de ça, je crois que c'est Houssier Sophie qui disait que sur les formations pour adultes, ce n'était pas les mêmes procédures. Effectivement, ce ne sont pas les mêmes procédures et il y a pour les CFA et les UFA des référents handicap qui permettent d'accompagner les candidats si jamais il y a des demandes d'aménagement. Alors, pour revenir un petit peu dans l'ordre, je ne sais pas combien de temps j'ai. C'est fini. Faire vite. Non, je plaisante. Allez-y, allez-y. Après, j'espère, voilà, c'est vrai qu'on avait dit que le webinaire devait se terminer à midi. J'espère que certains d'entre vous pourront déborder un petit peu. On n'aura peut-être pas le temps de faire part de toutes les questions après, mais on va en regrouper certaines. Et puis, nous, de toute façon, on a pris note de toutes les questions pour pouvoir par la suite les poser. Allez-y.
Je vais essayer d'être rapide. D'abord, je me présente. Donc, Maëva Matari, je suis donc responsable adjointe pour le pôle de formation, certification, emploi pour la DRAGES, la délégation régionale académique de la jeunesse, de l'engagement et du sport. Donc, tous les diplômes du sport et de l'animation, c'est-à-dire le CPGEPS, le BPGEPS, le DEGEPS et le DESGEPS. Donc, comme vous le savez, finalement, ou peut-être pas, les diplômes les plus demandés ici en Normandie, mais aussi au niveau national, c'est le diplôme de niveau 4, donc le BPGEPS, surtout en sport. Nous, en région Normandie, ce sont des organismes de formation privés qui proposent nos formations. Donc, il y en a 39 qui sont habilités sur la région Normandie. Aujourd'hui, on a 120 ou 121 sessions d'ouvertes, sessions de formation ouvertes sur la région Normandie. Et surtout, on a 1642 apprentis aujourd'hui, dont la plupart sur les diplômes du sport. Alors, pour les demandes d'aménagement pour des personnes en situation de handicap, on va pas être sur les mêmes procédures que l'éducation nationale, ou en tout cas, nos procédures ne sont pas assez ou suffisamment, si je puis dire, nos procédures sont pas encore bien stabilisées. On va simplement se baser sur le code du sport. Donc, le code du sport dit que pour proposer des aménagements, en tout cas s'agissant d'aménagements sur les certifications, tout à l'heure, on parlait des dispenses d'examen. Et dans ce cas-là, des dispenses d'examen, on va modifier l'arrêté. C'est là qu'on va faire une demande d'aménagement. Et c'est la rectrice de l'Académie de Normandie qui va prononcer si oui ou non on autorise l'aménagement. Alors, ici, donc, je vais envoyer aux intervenants notre dossier qui permet effectivement de faire des demandes d'aménagement, puisqu'il y a toute une procédure et tout est expliqué dans ce dossier. Donc, rapidement, c'est le candidat qui doit faire la demande d'aménagement, accompagné de son organisme de formation. Dans ce cas-là, il demande l'aménagement soit sur des tests d'exigence préalable, parce que sur certains de nos diplômes, avant de rentrer en formation, les candidats peuvent être testés. Si on a des personnes en situation de handicap, ils peuvent faire cette demande-là. Soit c'est une demande d'aménagement sur la formation, et ça va être en lien pour l'éducation nationale, en tout cas sur les diplômes du bac, CAP, BTS. On va parler, c'est à peu près la même chose que le PPS, si je ne me trompe pas, c'est un plan personnel de scolarisation. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça y est, on vous a perdu, mais ça y est. D'accord. Et puis, l'autre aménagement qui peut y avoir, c'est un aménagement sur les certifications. Donc, le candidat fait la demande avec un certificat médical. Le certificat médical, il est obligatoire. Et nous, à la différence de tout à l'heure, ça va être le certificat médical, il doit être complété par un médecin qui est agréé. Donc, soit c'est un médecin de la Fédération française de handisport ou de la Fédération française du sport adapté. Et c'est lui qui va proposer des aménagements considérant le handicap du candidat. Ce dossier est proposé à la DRAGES, qui représente donc l'autorité de la rectrice. Et c'est nous qui prononçons, avec l'étude du dossier, qui prononçons l'aménagement. Voilà, je fais très, très, très rapidement, mais c'est un dossier de 3 pages, considérant les éléments que je vous ai dit, qu'on complète avec un médecin agréé. Et il y a des allers-retours qui peuvent se faire évidemment avec la DRAGES, mais c'est très rare en fait les demandes d'aménagement chez nous, parce que on est sur une filière, vous l'avez entendu, sport et animation, qui est très réglementée. Donc, les éducateurs sportifs répondent à des exigences du code du sport, et il va y avoir des encadrements où l'éducateur sportif peut obtenir un diplôme avec des aménagements, mais il peut ne pas être autorisé à exercer s'il n'est pas en situation où parce qu'on est avec des enfants, surtout les animateurs, où la sécurité évidemment est engagée, la sécurité des personnes qui sont encadrées.
Et dans ce cas-là, c'est vérifié par les services départementaux. Et il peut y avoir des limites d'exercice qui peuvent être prononcées, même s'il y a un diplôme, un BPGEPS, même si le candidat est détenteur du diplôme. J'ai fait très vite, mais vous allez avoir tout le document avec la procédure. Merci beaucoup, Maïva. C'est vrai qu'on vous a laissé vraiment quelque chose de très, très court. Maintenant, alors, il y a eu un certain nombre de questions. Alors, c'est vrai qu'on arrive un petit peu au terme. Je vais essayer de regrouper celles qui me semblaient peut-être les plus généralistes, on va dire. Alors, il y a eu des précisions qui ont été données au niveau des PPS, des PA, des PAP, etc., qui n'interviennent plus dans le domaine de l'apprentissage. Donc là, c'était vraiment quelque chose de bien spécifique. Vous avez parlé, docteur Vial, à un moment de la grille d'impact. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est possible d'avoir? Ah ben, et je vais vous l'envoyer, bien évidemment. C'est vraiment un document très, très important parce que je vous dis, ben, ça résout tous ces problèmes. Parce qu'en fait, les orthophonistes ont une nomenclature très particulière par rapport aux actes et elles ne peuvent pas du tout réaliser un nouveau bilan lorsqu'on est hors nomenclature. Donc, cette grille d'impact, elle est vraiment importante. On va vous l'envoyer, pas de souci. D'accord, merci beaucoup. Après, donc, au niveau des questions, alors j'ai une question là. Est-ce que la RQTH pourrait remplacer les éléments médicaux? Moi, j'ai tendance à dire non. Le problème, c'est qu'on a vraiment besoin d'avoir des éléments précis. Ouais. Enfin, je veux dire, l'RQTH, c'est simplement nous dire, voilà, la personne est reconnue en situation de handicap, etc. Mais on a besoin d'avoir des éléments médicaux précis par rapport à la mise en place des aménagements dont doivent pouvoir bénéficier les candidats. Donc, c'est vrai que souvent, il y a un peu une confusion et je vous dis, c'est ce qui est source un peu de, je dirais, de crispation, frustration, je ne sais pas exactement quel terme utiliser, mais c'est vraiment, voilà, j'étais un petit peu longue là-dessus pour le détailler, mais on a vraiment besoin d'avoir des éléments médicaux précis. Quel est l'impact de ces handicaps, de ces difficultés en termes de composition pour les examens et ce dont doit pouvoir bénéficier le candidat. Donc voilà, uniquement une reconnaissance du handicap, s'il n'y a pas tous ces éléments précis, ça ne permet absolument pas de déterminer les aménagements dont le candidat a besoin. Pareil pour la Drageste. Ben oui, et puis ça ne donne pas également les éléments de réglementation des examens. Donc tout ça, c'est vraiment le croisement de trois regards et juste, c'est une pièce importante, mais c'est une pièce très insuffisante. Et pareil pour le ministère du Travail. Ben voilà, la réponse est donnée, c'est parfait. Alors, j'ai eu plusieurs questions justement par rapport, alors vous aviez répondu partiellement, mais je notais les questions en même temps, donc je me permets de les reposer quand même. Sur un bilan ortho donc, de moins de 2 ans, pour des troubles neurodéveloppementaux, si le bilan orthophonique donc, est plus ancien, est-ce que s'il est accompagné d'un avis médical par un médecin traitant, donc un avis médical récent, est-ce que c'est recevable? C'est recevable si ça donne les informations qui sont utiles. Si vous voulez, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir, voilà, c'est vrai que souvent je vous dis, ben voilà, on a juste un avis médical, il a besoin d'un tiers-temps, mais pardonnez-moi, ça ne nous aide pas du tout parce qu'on a un principe d'équité, etc. On ne sait pas quel est l'impact du trouble, etc. Donc, pour moi, il faut, si par contre on a un bilan orthophonique il y a plus de 2 ans, mais par contre on a bien, par exemple, des éléments pédagogiques d'observation, alors dans l'idéal, la grille d'impact, c'est vraiment le document idéal, mais d'avoir par exemple les éléments d'impact et les éléments pédagogiques d'impact du trouble, ça peut suffire, si vous voulez. Mais c'est pour ça que chaque dossier est individuel. Mais en tout cas, on a besoin d'avoir des éléments précis d'analyse. Voilà, c'est ça. D'accord, je crois que ça répond quand même pas mal aux questions, enfin à cette question-là. Parce que c'était surtout pour les adultes qui, effectivement, n'ont plus la possibilité. Les orthophonistes sont une denrée très rare. Oui, non, mais tout à fait. C'est pour ça qu'on a réfléchi quand on a mis la grille d'impact. C'est d'avoir de l'observation clinique. Évidemment, moi, ça m'arrive de donner pour des personnes d'un certain âge, et évidemment qui sont plus suivies en orthophonie depuis très, très longtemps. Mais si on a un bilan initial qui nous permet un petit peu de comprendre quel était le trouble de la personne, et puis après, des observations pédagogiques qui nous permettent de constater l'impact actuel du trouble, ça suffit. Voilà. Mais il faut bien avoir ces deux éléments. Tout à minima.
tout à fait. Alors, il y avait une question qui était plutôt une remarque, mais vous allez peut-être pouvoir répondre par rapport à des aménagements qui avaient été accordés pour le bac et qui n'ont pas été automatiquement reconductibles, car a priori, ils étaient en contradiction avec le niveau d'autonomie attendu sur un niveau post-bac. Donc, est-ce que ça vous parle? Est-ce que je suis claire dans… Oui, non, je comprends tout à fait. C'est vrai que des fois, on est un petit peu en difficulté parce que c'est vrai qu'il semblerait évidemment qu'il y ait une logique, pareil, logique de continuité, se dire, voilà, un élève, globalement, c'est les mêmes aménagements, en adaptant évidemment au type d'épreuve entre le brevet des collèges, le bac et puis le post-bac. Des fois, il peut y avoir des dissonances pour différentes raisons. Voilà. Et là, c'est vrai que c'est pas toujours très compréhensible, évidemment, pour le candidat. Donc, de toute façon, dès qu'il y a un refus, on l'explicite, je veux dire, on le justifie. Mais c'est vrai que dans une logique de continuité, globalement, c'est à peu près quand même les mêmes aménagements, mais il peut y avoir une dissonance du fait soit de l'évolution du handicap, soit de l'évolution du degré d'autonomie, soit de l'évolution du type d'épreuve. D'accord. Alors, j'avais une demande un peu plus particulière sur une demande d'étalement des épreuves donc sur plusieurs années. Est-ce qu'elle concerne aussi les formations supérieures comme éducateur spécialisé? Alors là, je ne sais pas qu'est-ce qui peut répondre à ça, parce que là, c'est des questions de réglementation des examens, donc ça, je ne sais pas du tout. Est-ce que Madame Le Marchand, je ne sais pas si c'est vous qui… Non. Ah, je n'ai pas la réponse, je suis désolée. Oui, alors effectivement, la DRETS a récupéré une partie des diplômes cohésion sociale. Maintenant, je n'ai pas de représentants ici de nos services qui participent. Par contre, si vous pouvez me faire un retour de la question et qui l'a posée, je pourrais voilà, la transférer au service compétent. Mais moi, je suis pas en mesure de répondre sur ce type de diplôme.